Salut, c'est le fils de Bulle. Vous savez, j'adore vous faire découvrir des bandes dessinées. J'essaye autant que possible de dire des choses intéressantes dessus, de vous expliquer un peu ce que ça raconte et surtout comment ça le raconte. De pas juste vous faire un résumé de l'œuvre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette BD. Mais il y a un problème, j'ai la flemme. Bah ouais, parfois j'ai juste envie de faire comme les autres, de pas me fatiguer, d'allumer ma caméra et de vous dire « Ah bah j'ai bien aimé cette BD, le scénario il est bien, puis les dessins ils sont jolis ». De vous donner mon avis quoi, tout simplement. À travers cette vidéo, je vais donc essayer de me remotiver moi-même, à faire l'effort de vous présenter cette BD de façon pertinente. Parce que je sais que mon avis n'a aucune valeur, tout comme le vôtre. Et pour ça on va parler de yaourt. Générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est ça. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Un avis, ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur. Si je vous dis, moi, le fils de Bulle, j'aime les yaourts à la fraise, vous en aurez rien à carrer et c'est normal. Quand je formule ce genre de proposition, je ne dis rien des choses. Rien des yaourts et rien des fraises. Je donne seulement mon appréciation. Je parle seulement de moi. Et à part si vous voulez m'inviter à dîner, ça va pas vous servir à grand chose. Quand je dis j'aime les yaourts à la fraise, personne ne va se lever dans la salle en disant objection, ce que tu dis est faux, tu n'aimes pas ce genre de yaourt. Par contre, si je dis cette recette de yaourt à la fraise est vraiment la meilleure, je vous la conseille, là, vous allez peut-être être un peu plus enclin à me répondre, à vouloir en discuter, soit pour comprendre pourquoi je dis ça, soit pour me dire que je raconte n'importe quoi. On va pouvoir débattre. Eh bien, les BD, c'est comme les yaourts. Enfin, presque. Le jugement esthétique a une portée universelle. Vous vous souvenez sans doute de la célèbre phrase de Kant qui dit « Celui qui déclare une chose belle estime que chacun devrait donner son assentiment à l'objet considéré et aussi le déclarer comme beau. » Bah moi, quand je déclare que telle BD est une bonne BD, je considère que tout le monde devrait être d'accord avec moi, que tout le monde devrait ressentir à sa lecture le même plaisir esthétique que j'ai eu. Alors vous allez me dire « Oui, mais parfois tu parles d'une BD que t'aimes bien et finalement, bah nous on ressent rien en la lisant. » Et vous avez raison, le jugement esthétique pense être universel, mais en réalité, il ne l'est pas. Personne ne partage entièrement mes goûts. Nous avons tous des expériences de vie et des expériences de lecture différentes, qui influencent notre appréciation des choses. C'est là tout le paradoxe. Nous voulons que les autres partagent nos jugements, tout en sachant pertinemment que notre jugement n'a rien d'universel. Et c'est justement là où se trouve l'intérêt de l'analyse et de la critique. Grâce à elle, on va pouvoir justifier notre ressenti et donc le partager. Transformer notre jugement personnel en jugement qui se veut factuel. On va pouvoir prétendre que le plaisir qu'on a ressenti provient de l'œuvre elle-même et non de nos goûts personnels. C'est logique. Moi, j'ai envie d'affirmer que cette BD est belle. Attention, pas que moi je la trouve belle, mais qu'elle est belle par elle-même. Et donc qu'elle devrait vous plaire aussi. Pas parce qu'elle m'a plu à moi, mais parce qu'elle plaît par elle-même. De ce fait, au lieu de m'arrêter simplement à mon ressenti j'aime, j'aime pas, je vais essayer d'aller plus loin. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'aime, pourquoi je la trouve belle, pourquoi elle m'a fait ressentir des émotions. Je vais essayer de sortir de moi pour me plonger dans l'œuvre. Je vais fouiller ses rouages, ses coulisses pour comprendre l'origine de mes opinions au sujet de cette BD. Je vais chercher dans la structure de ce que j'ai lu les supercheries, les mises en scène, les techniques dont s'est servi l'auteur pour me toucher sans que je m'en rende compte. Parce que contrairement à mon avis personnel, ces rouages sont factuels, ils existent. Une fois que je les ai découverts, je peux enfin dire si j'ai ressenti telle émotion, c'est à cause de tel élément. Si j'ai autant pleuré, c'est à cause de la manière dont la planche est construite. Si j'ai tant ri, c'est parce que cette case placée ici rend la situation cocasse. Et si c'est à cause de l'œuvre et pas seulement à cause de mon vécu, alors je me dis que quelque part, vous devriez les ressentir aussi. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. On s'en fout que ce soit faux au final. Je suis persuadé, et vous me le direz en commentaire, que les œuvres que je vous ai donné envie de lire ou d'acheter sont celles que j'ai analysées, même de façon succincte. J'ai dû dire un truc sur une planche, une case, une construction, même un truc tout con, et vous vous êtes dit « Ah bah oui, ça me parle, ça a l'air vachement bien ». En général, il y a deux façons d'aborder l'analyse. Soit on fait une analyse thématique, soit on fait une analyse technique. Soit on parle des thèmes abordés, soit de la structure même de l'œuvre. Moi, j'aime bien les deux. Je suis pas un acharné de la pure analyse technique. Et d'ailleurs, le mieux, je pense, c'est de faire un peu les deux en même temps, puisque les deux sont de toute façon fortement liés. Le problème étant qu'on n'a pas toujours le temps ni même l'envie de le faire. Le principal, quelle que soit la façon dont on compte analyser l'œuvre, c'est de le faire sérieusement. Vous allez peut-être me demander la finalité de tout ça. Vous allez peut-être aussi me dire que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour analyser une BD. Mais moi, vous croyez sérieusement que j'ai une crédibilité quelconque pour le faire ? Ben voyons. J'essaye, je tente, parfois je dis des trucs pertinents, parfois pas vraiment. C'est pas tellement ça l'important. L'important c'est d'essayer.
C'est pas grave si votre analyse paraît un peu bateau, si vous avez l'impression de ne rien dire d'intéressant. Ce qui compte, c'est de faire la démarche. Vous allez vous améliorer au fil du temps, tout comme moi je vais m'améliorer. Je le dis sincèrement, je suis très humble par rapport à mes vidéos. Là où je suis fier par contre, c'est quand ce que je dis vous parle, que ça vous donne envie d'aller lire la BD. Alors oui, vous avez pas de vidéo à faire, mais en analysant, même pour vous, vous allez passer de simple consommateur à esthète. Vous allez devenir plus exigeant et finalement apprécier d'autant plus la bande dessinée, parce que votre relation à elle va radicalement changer. Vous allez la savourer, comprendre la force de vos auteurs préférés, et surtout petit à petit vous comprendre vous-même. Mais c'est super! Pour m'aider à rester dans les clous lors de mes propres analyses, j'ai établi une petite liste de critères de pertinence que je vais partager avec vous. Ça vaut ce que ça vaut et du coup, c'est gratuit. Voici donc les règles que j'ai établies. Premièrement, et c'est peut-être ça le plus important, il ne faut pas analyser une œuvre à la première lecture. Ça, c'est un piège. Puisque l'analyse doit vous permettre de comprendre l'origine de vos propres émotions, de votre plaisir esthétique, il faut d'abord que ces émotions, ce plaisir, vous puissiez les ressentir, les vivre. Il ne faut donc jamais analyser une œuvre avant de l'avoir vécue, quitte à la vivre plusieurs fois. Deuxièmement, analyser, c'est pas donner son opinion, c'est aller par-delà son opinion. Ce que ça signifie assez simplement, c'est que dire qu'on a bien aimé le scénario ou le dessin, c'est pas suffisant. Expliquez plutôt ce qu'a voulu dire l'auteur dans son œuvre, et comment il le dit. Comment le thème se manifeste concrètement, dans les planches ou dans le scénario. Pourquoi il a fait tel choix à tel moment. Pourquoi cette planche est construite comme ça et pas autrement. Sinon, vous êtes juste un booktubeur remplaçable. Tout le monde a un avis et aucun avis n'est important. Troisièmement, analyser, c'est pas juste constater. Dire par exemple cette case est ronde alors que normalement les cases sont carrées, c'est pas une analyse. Il faut expliquer pourquoi cette case est ronde et quelle est l'intention de l'auteur derrière ce choix esthétique. Si vous n'y arrivez pas, dites-le, c'est pas grave. Quatrièmement, vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif. Vous pouvez analyser seulement votre passage préféré de l'œuvre, personne ne vous en tiendra rigueur. On n'est pas obligé de tout dire, de parler de l'ensemble des choix esthétiques, de chaque case, de chaque planche, de chaque élément. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce qui compte pour vous, sur ce qui vous a provoqué un plaisir esthétique. Cinquièmement, respectez le média. Si vous faites une analyse de BD, essayez de parler des planches, du découpage, et pas seulement du scénario et de la beauté des dessins. Ça fait partie de la BD bien sûr, mais la BD ne se résume pourtant pas à ces éléments. Sixièmement, les jugements moraux ne déterminent pas l'excellence ou la médiocrité d'une œuvre. Septièmement, vous n'êtes pas obligé de faire des analyses. Y a pas de mal à faire des chroniques ou de parler de BD de façon plus légère, on le fait aussi sur la chaîne. Mais n'oubliez pas que si vous n'analysez jamais, ou que vous ne parlez jamais des planches, votre avis vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. On peut aimer des œuvres sans les analyser, hein. Moi par exemple, j'aime bien regarder des films, et je vais pas vraiment plus loin que ma pure appréciation. J'en ai pas les capacités, ni d'ailleurs même la simple envie. Et c'est pas grave, tant que je prétends pas être un cinéphile, ou tant que je vais pas donner des leçons de cinéma aux autres. Voici donc mes 7 critères de pertinence. Ressentir avant d'analyser, ne pas se contenter de donner son avis, ne pas se contenter de décrire, ne pas se forcer à être exhaustif, respecter le média qu'on prétend analyser selon ses propres codes, ne pas faire passer un jugement moral pour une analyse, et surtout, ne pas se mettre de pression et faire preuve d'humilité. Je ne prétends pas que j'arrive moi-même toujours à respecter ces critères, mais j'essaye autant que je peux. Disons que c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Mais tout comme vous, je ne suis qu'un être humain, et les êtres humains sont des gens médiocres. Bien, on va enfin pouvoir passer à l'analyse pratique. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter sur cette fameuse BD ? Tout d'abord, regardons rapidement l'objet. Comme vous pouvez le constater, c'est tout petit. Ça sent la BD 1D à des kilomètres. Ensuite, vous ouvrez, vous tombez sur un gaufrier de 2 cases sur 2 sans gouttière. Tout est petit, serré. On est sur quelque chose d'oppressant, de claustrophobique. Première image, une case pleine page. Un être informe, ou difforme au choix, qui semble projeter avec sa main gauche un hologramme d'une image violette avec un visage. Le décor est tout vide, d'une couleur unie, tout jaune. En dessous, un objet flottant qui fait écho à une sorte d'ordinateur. Un peu plus bas, une sorte de pot de fleurs. Tout autour, des sortes de serpents colorés, une bouche qui sort du sol. À gauche, l'ombre du personnage, plus ou bien moins réalisée. Bon, on sait pas trop où on est tombé. Il reste 2 infos sur l'image. Déjà, ce petit carré avec un bonhomme violet et un genre de nuage. Ok. Et bien sûr, le cartouche. Quand on lit la BD, on est d'abord happé par l'image que l'on ne comprend pas trop. Et ce n'est qu'après que nous lisons le texte. Et c'est là que tout s'éclaire, ou presque. La cartouche nous dit « J'étais là debout, avec cette vieille photo dans la main. Mon nom était écrit dessus, mais qui ou que représentait-elle ? Je n'en avais aucune idée. Peu de mots, beaucoup d'informations. J'étais là debout. Donc ce truc est le personnage principal du récit. C'est le je. Il tient une photo dans la main. Tenir est un bien grand mot. On dirait plutôt que la photo est un artifice projeté par sa main. Ça nous indique que chaque dessin, chaque action devrait être interprétée pour la comprendre. Tout est symbolique dans les images, abstrait. Un nom est censé être marqué dessus, mais on le voit pas.
Le texte en cartouche complète donc ce que nous pouvons voir sur les images. Nous avons besoin des deux. Du texte pour comprendre ce qui se joue dans l'image et de l'image pour comprendre l'ambiance du texte. Enfin, le petit carré sur la gauche de l'image semble donc être un agrandissement de la photo, peut-être son verso. Dans tous les cas, le personnage n'arrive pas à identifier la personne qui est sur la photo. C'est une étrange entrée en matière. Heureusement, l'histoire va rapidement nous proposer un contexte. Le jeu qui nous parle nous raconte que les corps et les environnements ont été tellement optimisés par la technologie, au fil des années dans son monde, qu'il se produit un phénomène étrange. Quotidiennement, le monde fait des mises à jour, qui modifient à la fois le corps des humains et la cartographie des villes. Ainsi, il n'est pas rare de se réveiller après une nuit dans un nouveau corps, dans un nouvel appartement, à un autre endroit que le sien. Et c'est précisément ce qui arrive au personnage après quelques pages. Il se transforme, perd une partie de son corps et devient plus petit. À partir de là, on comprend mieux pourquoi il n'arrive pas à reconnaître la personne de la photo. Puisque les gens, lui y compris, ou plutôt elle y compris, changent sans arrêt. Il est impossible de reconnaître quelqu'un d'après une photo, y compris soi-même. Mais ce serait aussi le cas pour la photo de quelqu'un d'autre, un ami, un parent, un amour. Si on apprécie la personnalité de quelqu'un, il faut pas le perdre de vue, sous risque de le voir disparaître dans la foule et de ne plus jamais réussir à le retrouver. Les liens sont fragiles puisqu'il suffit d'un rien, d'une mise à jour pour ne plus reconnaître ses proches. Il y a donc dans cette BD un problème d'apparence, ce qui peut expliquer que tenir une photo peut signifier autre chose que ce qu'on entend vraiment par cette expression. Absolument tout, des personnages au décor, en passant par les objets et les actions, va se métamorphoser, changer, évoluer, régresser, être une chose et puis une autre. D'apparence, les choses n'ont plus aucun sens. On ne peut plus se fier à rien, ni personne. Rien n'est fixe et immuable. Et c'est bien là le problème, pas pour la BD, mais bien pour l'héroïne. Quel sens pourrait-elle redonner à un monde qui n'en a plus ? Qui peut-elle aimer si personne ne reste le même ? Comment savoir qui elle est si elle-même est tout et rien à la fois ? Souvent, quand on n'a pas trop de passion dans la vie, on cherche à se sentir utile par le travail. C'est même lui, parfois, qui nous définit. Quel est votre métier ? Le travail de l'héroïne est un travail très utile. Enfin, c'est plus compliqué que ça. L'héroïne travaille au bureau des plaintes. Son boulot, c'est de lire des plaintes. Voilà. Oui, c'est tout, juste de les lire. Le traitement et le suivi des plaintes se fait par une intelligence artificielle autonome. Les plaintes sont classifiées automatiquement par une IA. L'héroïne, elle, doit simplement les lire. C'est pour un souci de transparence. Au moins, les gens sont sûrs que leurs plaintes seront lues par quelqu'un. Et ça leur fait du bien de savoir ça. De savoir que même si rien ne changera dans leur situation, au moins ils en auront parlé à quelqu'un. Et ça, c'est précieux. Notre héroïne passe donc ses journées au bureau, à lire des plaintes d'habitants mécontents de changements survenus à leur corps, à leur maison ou à leur famille. D'ailleurs, elle ne peut même pas les aider puisque les plaintes sont anonymes. Là où le récit est en majorité composé d'un gaufrier de 2 cases sur 2, les plaintes que l'héroïne reçoit nous sont présentées dans un gaufrier de triangles sur fond noir, avec cette structure qui tranche radicalement avec le reste. On comprend tout de suite au cours du récit les moments où nous suivons l'héroïne et ceux où nous lisons avec elle les plaintes qu'elle reçoit. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi on a ici affaire à des triangles. D'un côté, le triangle donne un nouveau sens séquentiel, des petites tranches de vie avec des grosses ellipses noires, dont on n'arrive pas précisément à appréhender la durée. De l'autre, leur aspect tranchant par rapport aux cases habituelles révèle peut-être quelque chose de négatif, de dangereux, tout comme le fait qu'ils tiennent sur une pointe et non leur base, qui peut évoquer l'instabilité ou la fragilité. Car c'est bien ce que sont ces plaintes, et ce que sont ces triangles, des moments de vie triste, des moments de colère, de fragilité, d'angoisse, bref, des choses négatives, aussi bien pour la personne qui les a vécues que pour celle qui les reçoit. Ce travail n'a au fond aucun sens. Écouter des plaintes de gens anonymes sans pouvoir changer rien à leur situation et sans même pouvoir dire qu'on a bien entendu leur message. Ça me sert à rien. Il y a peu de temps, notre héroïne s'est fait quitter par sa copine, sans la prévenir à l'avance que quelque chose n'allait pas, sans lui laisser de message pour expliquer pourquoi elle partait. Elle est partie, c'est tout. Notre héroïne perçoit alors dans les plaintes des messages cachés, comme si ces plaintes lui étaient destinées. Des messages qui semblent s'adresser directement à elle. La solution, la clé de l'énigme qui répond à la question pourquoi est-elle partie, à moins que ce soit simplement des messages anodins, délivrés par une simple souffrance anonyme. Un simple message que l'héroïne interprète pour lui donner du sens et pour donner du sens à sa vie. Régulièrement, au cours du récit, l'héroïne discute avec son ordinateur. J'y avais pas fait attention lors de ma première lecture, mais l'ordinateur est un personnage très particulier. Déjà, c'est le seul personnage de la BD qui discute avec l'héroïne en se servant des bulles. Tous les autres dialogues de la BD sont racontés dans les cartouches, par l'héroïne. L'ordinateur est donc quelqu'un de très proche de l'héroïne,
il lui parle directement, il lui donne de l'attention. Mais en même temps, l'ordinateur ne raconte que des banalités. Il est schématique. Prend une tête de smiley quand il faut pleurer, une tête de mafieux quand la recherche est illégale, tire la langue, a des yeux en cœur, etc. C'est le seul personnage à être autant expressif. Tous les autres personnages humains du récit ont l'air vides, perdus. Il tire la tronche tout le temps. Alors que l'ordinateur, lui, il est dynamique, jovial. Mais ces têtes de smiley ne correspondent à rien du monde réel, du monde dans lequel l'héroïne évolue. À travers ses fausses émotions, l'ordinateur veut paraître plus humain que les humains eux-mêmes. Il essaye d'imiter ce que devrait être un humain. Mais son imitation est tellement en décalage avec la réalité qu'il en devient juste ridicule, voire irritant. Et entre deux recherches internet, il propose d'ailleurs à l'héroïne de regarder du porn, d'écouter du jazz, bref, il lui fait des suggestions. Et il ne cesse de lui répéter qu'il l'aime, qu'elle ne doit pas changer, que le monde est bien comme ça. Il essaye de la garder captive dans son joyeux monde virtuel. Bref, le seul personnage qui témoigne de l'attention à notre héroïne, c'est un faux personnage. Un personnage virtuel qui se soucie en réalité très peu de son bien-être. Et ça, quand je lisais l'œuvre, ça me foutait vraiment le cafard. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même, hein. Voilà donc le peu que j'ai à vous offrir sur cette bande dessinée. C'est-à-dire finalement pas grand chose. Bien sûr, si ce que j'ai dit à son sujet vous interpelle, que ça vous donne envie d'essayer, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le lien d'affiliation en description pour l'acheter et financer un peu la chaîne. J'espère surtout que cette vidéo pourra vous être utile, d'une façon comme d'une autre. C'était une vidéo assez longue à écrire parce que j'avais la flemme, à enregistrer aussi parce que j'avais la flemme, et à monter aussi, parce que j'avais la flemme. Et vous, si vous avez pas trop la flemme, vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner ou laisser un commentaire. On se revoit dans 2 semaines, alors en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, lisez des bonnes BD. Merci. C'est pas fini. Si.